Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Les Affaires présenté par notre partenaire Projexia, intitulé Comment héberger ses environnements SAP dans le cloud. Je m'appelle Nassima Benasser, je suis gestionnaire de contenu pour les événements Les Affaires. Alors tout d'abord, voici quelques indications pour le bon déroulement du webinaire. Durant le webinaire, vous pourrez poser des questions à la fin de chaque présentation. En utilisant la boîte, posez vos questions au conférencier situé à droite de votre écran de diffusion. Nous y répondrons à la fin de la présentation. Mais avant de débuter, quelques informations importantes pour profiter de ce webinaire virtuel au maximum. Réduire, si possible, l'utilisation d'Internet à votre domicile, streaming ou jeu en ligne pendant la présentation pour assurer une bonne connectivité. En cas de problème technique, n'hésitez pas à contacter le soutien technique de PQM en cliquant sur les icônes en bas de la page de web diffusion. Après le webinaire, vous aurez également accès à un lien pour recevoir celui-ci en différé si vous le souhaitez. De plus, je vous invite à bien vouloir remplir le sondage au moment de quitter le webinaire. Il vous suffira de cliquer sur le bouton sondage qui se trouvera à l'écran. Le webinaire de ce midi vous permettra, entre autres, d'obtenir une présentation interactive des outils de supervision en temps réel et des environnements SAP. Pour obtenir davantage d'informations, si vous avez le projet d'héberger vos instances SAP dans le cloud, et enfin, écoutez le témoignage de Boralex qui vous présentera son expérience. Pour en parler, je vous présente aujourd'hui nos 5 experts. Monsieur Tarek Fatou, vous êtes chef des opérations chez Projexia et vous possédez une expertise de près de 20 ans dans les projets de technologie de l'information. Monsieur Pierre Trahan, vous êtes directeur TI chez Boralex et vous êtes membre du comité de direction de l'entreprise. Et Daniel Boivin, vous êtes chef d'équipe expertise ERP chez Boralex depuis 3 ans et vous êtes gestionnaire d'environnement SAP depuis plus de 20 ans. Monsieur Rémi Kerjean, vous êtes responsable centre de services chez Pas à Pas et vous supervisez les activités d'industrialisation des services d'infogérance que la firme offre à ses clients. Monsieur Jérôme Mollier-Pierret, vous êtes directeur infogérance et vous développez l'infogérance SAP de Pas à Pas chez Boralex. Messieurs, je vous laisse la parole, c'est à vous. Bonjour à tous. Nous vous présenterons aujourd'hui, comme indiqué par Nassima, un retour sur l'expérience concrète d'un Move to Cloud de notre client Boralex. À la suite, nous aurons un retour d'expérience et les bonnes pratiques du Move to Cloud sur la base de 3 clients français qui ont pris ce chemin. Et enfin, une démonstration de nos outils de supervision qui nous ont permis d'industrialiser notre offre. Sans plus tarder, je cède la parole à Pierre et Daniel de Boralex, que j'en profite pour les remercier d'être présents parmi nous aujourd'hui. À toi, Pierre. Pierre, tu mutes. Je m'excuse. Bonjour, merci Tarek. Je suis très heureux aujourd'hui de vous partager l'expérience de Boralex sur le Move to Cloud qu'on a opéré déjà il y a quelques années. En introduction, j'aimerais dans un premier temps vous présenter Boralex pour mieux se faire connaître et comprendre le contexte dans ce choix qu'on a effectué il y a quelques années. Premièrement, Boralex, c'est une compagnie issue de la compagnie Cascade il y a plus de 30 ans, donc est née de Cascade, située à Kings Falls au Québec. Il opère dans le secteur des énergies renouvelables dans 4 domaines, soit l'éolien, qui est notre principal domaine, le solaire, l'hydroélectrique et le thermique. Évidemment, Boralex, dans le contexte actuel du marché des énergies renouvelables et des changements climatiques, est un joueur majeur qui cherche à capturer la croissance partout où elle est, que ce soit en développement organique ou en acquisition. Boralex, dans sa planification stratégique, cherche à croître et à croître rapidement. Voici plus en détail Boralex d'un point de vue géographique et aussi d'un point de vue puissance exploitée. Comme vous le mentionnez, Boralex est installé autant au Canada, aux États-Unis et en France. À ce sujet, Boralex est le producteur d'énergie renouvelable indépendant le majeur en France, donc tout de suite après les grands producteurs tels EDF. 80% de un peu plus de 80% de notre production est en éolien, environ 10% au niveau solaire, 7% en hydraulique et le reste en thermique. On compte environ 530 employés répartis dans les différents pays.
Maintenant, Boralex, au-delà des énergies renouvelables, s'inscrit dans ce qu'on appelle le RSE ou la responsabilité sociétale. Et pourquoi je vous parle de responsabilité sociétale? C'est que, je ne veux pas dire tout le monde, mais produire de l'énergie est une chose, mais comment Boralex peut contribuer d'un point de vue de société au développement durable dans les différents défis qui s'offrent à nous. Donc, la responsabilité sociétale, qu'est-ce que c'est? C'est la contribution de l'entreprise aux enjeux de développement durable, que ce soit environnement, social et gouvernance, donc tout ce qui est critères extra-financiers permettant d'évaluer une entreprise en fonction de son mode de gouvernance sur ses effets sur l'environnement et la société. Valeurs partagées, notion qui consiste à créer de la valeur économique d'une manière à créer aussi de la valeur pour la société en répondant aux besoins et à nos défis, comme vous le savez, de plus en plus importants en termes de changement climatique. Plus détaillé, on travaille sur 3 axes en responsabilité sociétale, soit faire de Boralex une exemplarité en matière de gestion, une valeur partagée, que ce soit la diversité, l'égalité des chances, la gouvernance d'entreprise, l'éthique des affaires et des comportements. Sur un deuxième axe, je crois, en ayant à cœur une trajectoire durable et résiliente, donc l'utilisation responsable de nos ressources, avoir la plus petite émission ou empreinte sur les émissions de gaz à effet de serre, un approvisionnement responsable. Ça veut dire quoi? De choisir et de travailler avec des partenaires qui ont ces mêmes valeurs-là d'inscrites à leur culture d'entreprise et l'adaptation, évidemment, au changement climatique. Le troisième, c'est respecter les vivants, donc à travers nos opérations, tout ce qui est biodiversité, santé, sécurité ou concertation et implication des communautés locales. Pourquoi celui-là? C'est que Boralex n'existe pas sans l'implication des communautés dans la construction et l'exploitation, évidemment, de nos actifs en production, entre autres l'éolien. Un petit retour rapide sur l'histoire de Boralex et ce qui nous a amené vers le Move to Cloud. Bon, comme je vous l'ai mentionné, Boralex est né en 1990 de Cascade, d'une idée de Bernard Lemaire, qui est le fondateur aussi de Cascade. Rapidement, Boralex est implanté en France. On a atteint autour de 2015 notre premier 1000 mégawatts en exploitation. En 2017, Cascade, étant toujours l'actionnaire majeur, décide de se départir de ses parts au profit de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Ce qui nous a amené comme défi étant, on va dire, le petit frère de Cascade, nos actifs technologiques et dans d'autres domaines aussi étaient infogérés et hébergés chez Cascade. Donc, on a dû prendre une décision très rapidement, à savoir, pour SAP entre autres, qui sera notre hébergeur, comment on veut héberger, comment on veut gérer le service autour de la technologie SAP qu'on utilisait. Rapidement, le choix du Move to Cloud s'est imposé par lui-même. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas les infrastructures technologiques, on n'avait pas les compétences techniques à l'interne et on n'avait surtout pas le temps de les développer ou de les installer. À la recherche d'un partenaire, on a rapidement travaillé avec Projexia qui nous a permis d'atteindre rapidement ces objectifs-là. Pour vous en parler plus, j'arrête de parler. Je laisse à mon collègue Daniel Boivin de vous expliquer un peu plus les avantages et ce qui a permis à Boralex de se démarquer avec le Move to Cloud. À toi, Daniel. Merci, Pierre. Donc, comme Pierre disait, en 2017, il y a eu le projet de transfert de notre environnement de SAP vers notre propre environnement à nous. Les objectifs qu'on avait, c'était d'être autonome, la rapidité puis l'agilité dans l'exécution du projet, puis également un faible investissement initial parce qu'on n'avait bien entendu pas de CAPEX de prévu pour le projet. Donc, la migration s'est faite en 5 mois et puis également, on a fait un OSDB migration. Donc, on a migré, on a changé de plateforme au niveau de l'OS, mais également au niveau de la base de données. Tout faire ce changement-là en 5 mois, c'est quand même assez spectaculaire. Et puis également, notre hébergement dans le cloud, c'est tous nos systèmes productifs au niveau de SCC, de Gateway, de SAP PO, puis également de Solution Manager. Mais tous nos environnements SAP sont vraiment dans le cloud, autant de la dev,
de notre environnement de test ou notre production. Si on regarde les bénéfices qu'on voulait avoir, attendus ou bien non, nos bénéfices après 4 ans, je dirais qu'ils sont quand même assez similaires. Si on parle au niveau de la vitesse, de l'agilité, mais tant pour le Go Live que maintenant, on peut avoir la vitesse que l'on désire puis l'agilité que l'on désire également. Ensuite de ça, au niveau de la mise en prod en 2017, ça fut très rapide, comme on disait, 5 mois. Puis également, en 2019, on a également fait l'implantation de SAP PO pour un projet. Puis ça s'est fait très rapidement, étant donné qu'on était, bien entendu, hébergé dans le cloud. On n'a pas eu besoin d'aller chercher de la nouvelle quincaillerie. Tout était déjà là, on avait juste besoin de l'activer. On n'a pas besoin d'avoir d'équipe interne pour gérer tout l'aspect technique au niveau des SAP. CAPEX versus OPEX, bien entendu, étant donné qu'on est dans le cloud, on n'a aucun CAPEX à l'interne au niveau de l'équipement. Tout est en OPEX, soit un gros avantage pour les entreprises. Puis on n'a pas besoin de gérer également l'obsolescence du hardware parce qu'elle ne nous appartient pas. Donc, on l'utilise auprès de notre partenaire qui est AWS. Puis on n'a pas besoin encore, comme je disais tantôt, au niveau du basis à l'interne. On n'a aucune personne à l'interne au niveau de Boralex qui nous supporte au niveau technique. Tout est fait par entremise de projection. Au niveau d'élasticité, mais on est capable d'adapter en tout temps qu'est-ce qu'on a de besoin. Est-ce qu'on a besoin de mettre plus de puissance sur certains systèmes ou d'avoir de nouveaux systèmes? La flexibilité là, l'agilité là, c'est vraiment merveilleux de ce côté-là. Au niveau des coûts, bien, étant donné qu'on veut utiliser SAP puis qu'on n'est pas une grosse, je pourrais dire en termes TI, on n'est pas une grosse shop SAP, mais on est capable d'utiliser le système SAP, mais sans avoir une grosse équipe à l'interne pour tout le supporter. Au niveau de l'infrastructure, bien, on a l'agilité d'avoir un site de disaster recovery qui nous permet de repartir notre environnement SAP sur un autre site s'il y a une problématique avec le premier. On a fait nos tests cette année, tout s'est bien déroulé. Puis également, en étant dans le cloud, bien, on a l'avantage que peu importe où nos employés sont situés à travers la France, le Canada, les États-Unis, mais ils ne dépendent pas du réseau de Boralex. On a une connectivité directement sur notre système SAP. Et puis, au côté sécurité, mais c'est géré soit par AWS ou par Projexia. Donc, on n'a pas au niveau de tout l'environnement SAP, de compétences nécessaires à l'interne. Tout est géré par nos partenaires. Donc, le service d'infogérance, le avant, le après. Avant, on était bien entendu, comme on disait, on était hébergé chez Cascade, puis Cascade avait comme infogéreur IBM. On avait peu ou pas d'autonomie sur la gestion de nos environnements de SAP. Alors qu'aujourd'hui, on a la mainmise sur nos environnements, on a un contrat avec notre hébergeur et notre infogéreur. Donc, on a un service end-to-end avec Projexia, c'est-à-dire que si on a besoin de nouvel équipement, nouvel environnement, on demande à Projexia, il se retourne, il nous prépare notre système, puis on est live là, très rapidement. On a un suivi mensuel de nos environnements de prod, ce qui est très intéressant pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec notre environnement de prod. Puis une fois de plus, on n'a besoin d'aucune personne à l'interne pour gérer nos environnements techniques au niveau de SAP. Voici notre expérience quand on a mové dans le cloud, puis qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je passe présentement la parole à Tarek pour la suite de la présentation. Merci Daniel pour le témoignage. Merci aussi à Pierre. Donc, comme c'est déjà mentionné, pour supporter Boralex au quotidien, voilà ce que nous avons mis en place et ce que nous mettons en place à disposition de nos clients infogérance. Un processus industrialisé de gestion qui est commun à tous nos centres de services et encadré par les processus ITSM. En plus, pour les besoins de Boralex, nous avons entrepris chez Projexia la certification 3416, qui est aussi connue sous le nom SOC 1, comme gage de conformité. En deuxième point, la structure de services flexible basée sur le catalogue de services qui est adapté
pour répondre aux besoins de différents clients. Ces services sont structurés en 3 morceaux: un service récurrent, service à prix fixe et un service à la demande. Et finalement, pour nos clients au Québec, vous serez servis par une équipe basée à Montréal, mais appuyée par des équipes globales, partageant des connaissances et des meilleures pratiques provenant de plusieurs années là, à supporter la base de clients. Autre de ce que Daniel nous a présenté comme bénéfice et ce qui a été mentionné précédemment, un contrat d'infogérance, qui est appelé aussi service géré, permet à l'entreprise de se mener d'une agilité et une réactivité dans l'exécution de ses projets. Avec les services packagés, vous aurez des coûts prévisibles, donc ce qui est important, surtout dans ces circonstances. Et quant à nos outils de surveillance et de supervision, ils vous donnent une assurance de proactivité et d'une performance répondant à vos besoins en croissance, des meilleurs temps de réponse, des besoins qui arrivent dans une fin de mois. À la fin de ce webinaire, Rémi vous montrera comment nous effectuerons ceci. Maintenant, nous allons vous parler de nos expériences sur 3 clients avec notre groupe en France, pas à pas. Mais avant cela, je vais vous présenter quelques mots sur qui nous sommes. Donc, qui sommes-nous? On est un groupe constitué de plus de 400 employés, un chiffre d'affaires de plus de 90 millions d'euros, 80 millions de dollars, 90 millions de dollars, 300 clients actifs et 10 bureaux dans 6 pays, Canada, la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Hollande et l'île Maurice. Projexia est présente à Montréal depuis 2009, alors que notre entité européenne, pas à pas, existe depuis 2017. Pour ce qui est de nos services, alors, nous sommes spécialistes dans la mise en place des projets ERP, SAP, le support après le go live de ces projets et l'infogérance, sujet de notre webinaire aujourd'hui. De plus, depuis maintenant 3 ans, nous avons développé des extensions aux solutions de SAP. Nous avons une application construite dans le Business Technology Platform de SAP, qui s'appelait aussi anciennement SCP, un outil qui s'appelle MPRS, qui est aussi disponible sur le SAP Store. Maintenant, je passe la parole à Jérôme qui va vous parler des expériences. À toi, Jérôme. Merci Tarek. Cette planche, elle résume finalement les différents cas clients qui sont propices dans un move to cloud et en particulier toutes les problématiques qu'elle adresse. Alors, Daniel et Pierre en ont présenté quelques-unes dans leur cas. On va les retrouver. Une des premières qu'on rencontre, c'est typiquement l'obsolescence hardware. Et en particulier, donc on sait qu'il y a des cycles de vie de l'ordre de 5 ans. Dès qu'on arrive à la fin de ces cycles d'obsolescence, on a souvent des projets techniques qui sont imposés quelque part par l'infrastructure. Et ça, c'est une problématique que le cloud adresse de manière quasiment native. C'est ce qu'on appelle le technology refresh. Et donc, c'est embarqué, c'est quelque chose qui devient complètement transparent et qui n'est plus une problématique que nos clients doivent traiter. Il y a un autre sujet lié à l'obsolescence matérielle qui est lié pour le coup au contexte SAP HANA et en particulier lié aux transformations S4 à venir. C'est la technologie HANA in-memory qui impose quelque part du matériel spécifique, bien dimensionné et puis certifié SAP. Et ce changement-là est aussi un cas d'usage et une opportunité pour se déplacer dans le cloud. Je pourrais vous citer le verbatim d'un directeur TI d'un de nos clients qui s'appelle Parrot, qui dit en gros, c'est comme si on était sur un bateau qui est en train de couler d'un point de vue matériel, on a posé des conteneurs et on prend ces conteneurs, on les déplace sur un bateau et l'intérêt de ce dernier, c'est qu'il a la capacité de se réparer tout seul. Ça, c'est assez symptomatique d'un des bénéfices, ou en tout cas un des cas d'usage pour un move to cloud. Généralement aussi, ce qu'on profite dans le cadre de cette transformation, je pense que c'est exactement ce que Daniel évoquait, c'est on en profite pour mettre à jour les composants techniques, applicatifs, voire changer la base de données, changer l'operating system. C'était le cas de Boralex par rapport à sa plateforme.
et on profite de ça pour faire la transformation. Un autre point clé, c'est la problématique de délai qu'on retrouve de plus en plus, parce que les cycles de vie sont de plus en plus courts et de plus en plus rapprochés, et il faut mettre à disposition finalement le matériel assez rapidement. Le point, c'est que dès qu'on est dans une infrastructure on-premise où il faut faire l'acquisition de matériel, voire faire du montage TDI, tout de suite, on va avoir des cycles qui sont plus longs, et en ça, le cloud apporte une agilité immédiate en termes de timing. Un autre cas d'usage, c'est typiquement cession, fusion, acquisition. Et bien souvent, c'est corrélé puisqu'on ne maîtrise pas le délai, le délai est court et on a besoin de cloner les infrastructures, de les dupliquer, voire de les répliquer. C'est ce qu'évoquait Pierre avec Cascade. Et le cloud, il est nativement il fournit ça parce qu'on raisonne en capacité infinie et on consomme finalement à la demande. Il y a un point que le cloud permet, puisqu'on consomme tout en microservices, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure as code ou le SAP as code dans un contexte SAP. Ça consiste quelque part à construire l'infrastructure avec du code et à orchestrer finalement l'appel à tous ces microservices et à cette construction. Et ça permet aussi de réduire les délais, d'automatiser et de sécuriser tout ça. Il y a une notion d'indépendance que le cloud apporte, et en tout cas en termes de cas d'usage, c'est que ça permet d'isoler les contrats. C'est-à-dire on a un contrat d'infrastructure, un contrat de service, et l'un est plus dépendant de l'autre, et donc les deux peuvent vivre leur cycle de vie, et du coup on augmente l'indépendance des clients à travers ça, et ça facilite toutes les réversibilités, qu'elles soient d'ailleurs service ou infrastructure, et infrastructure en particulier avec l'infrastructure as code que j'évoquais en introduction. Il y a un autre aspect lié au cloud, si on continue de brosser l'ensemble des cas d'usage et problématiques adressées, c'est la problématique de coût. Alors là, il faut juste être vigilant et pas imaginer que quelque part le cloud c'est toujours moins coûteux, mais c'est une autre manière de consommer les services d'infrastructure. Je pense que Daniel en parlait bien, lié au fait qu'il n'y a plus de CAPEX, c'est que des OPEX. Et en particulier, ça peut être intéressant dès qu'on rentre dans une dimension FinOps où on va quelque part arrêter les instances dont on n'a pas besoin et donc du coup ne pas les payer, jouer avec le tuning sur la réservation, les notions d'engagement, et ça va nous permettre de payer finalement l'infrastructure qu'on consomme au meilleur coût. Et quand on applique tout ça, on arrive normalement à optimiser les coûts. Et puis, il y a un dernier point plus global qui est lié à la sécurité et à la résilience. On ne conçoit plus dans le cloud les infrastructures de la même manière. On ne va pas plus construire, par exemple, avec du matériel dormant et puis du cluster et de la réplication de données des systèmes résilients. On va utiliser les capacités intrinsèques de résilience du cloud avec les régions, les zones de disponibilité, les multiples data centers. Et ça va nous permettre de construire finalement des plans de disaster recovery plus efficients natifs. Et en particulier, je reviens encore sur le as code, on peut faire un disaster recovery as code. Et finalement, c'est tous ces cas d'usage-là et tous ces bénéfices que le cloud apporte. Peut-être on peut basculer, je vais basculer sur les retours d'expérience client directement. Un des points... donc, je vais vous présenter trois références, écosystème, tape à l'œil, et puis Dalkia West Energy. Ce qui est intéressant, c'est que là, je vais vous présenter trois cas clients qui sont sur chacun des hyperscalers. Donc, écosystème est sur AWS, exactement comme finalement Boralex. Tape à l'œil, lui, a fait le choix de Microsoft Azure, et Dalkia West Energy a fait le choix de Google Cloud. Écosystème. Le contexte du projet, on est dans un client face à un client qui a fait un peu le tour de l'infogérance classique en data center et qui a fait le choix du cloud. Dans son projet, il y a plusieurs points. Le premier point du directeur TI d'écosystème. Il faut peut-être que je vous présente avant qu'est-ce que fait Écosystème. Écosystème, c'est les spécialistes en France, en gros, du recyclage et de la collecte. Et donc, ils ont 30 000 points de collecte. Et le cœur de leur SI, c'est SAP. Et c'est SAP qui gère ça.
et ils sont en fin d'infogérance et ils veulent aller vers le cloud. Et un des points clés du directeur TI, c'est de profiter de ce move to cloud pour quelque part mettre à jour l'ensemble de ses composants applicatifs de manière à être tranquille pendant une durée de 2 à 3 ans, de manière à préparer son projet S4 sans geler tout un ensemble de projets fonctionnels. Et il y a un effet de contrainte de délai qui est assez forte, puisque l'ensemble du move to cloud doit être fait dans un délai de 3 mois lié à des contraintes contractuelles de sortie de l'infogérant actuel. Et grâce au cloud, on a pu faire ça dans un délai de 3 mois avec une volumétrie quand même assez conséquente. Donc on a beaucoup de composants SAP, de l'ECC, du CRM, du BW, du BI jusqu'à l'entreprise portal. Et c'est une 60aine de serveurs pour environ 30 Tera de données utiles. Et ça, on a pu le réaliser dans le cloud en 3 mois grâce au cloud et grâce notamment à l'infrastructure as code. Et on a profité de cette étape-là pour aussi opérer un replatforming et quelque part mettre à jour l'ensemble des composants techniques de manière à ce qu'ils rentrent dans un circuit de maintenabilité lui permettant de préparer sa transformation S4. Et pour illustrer peut-être la partie résilience que j'évoquais finalement tout à l'heure, ce client-là, on a, avec une déclinaison de l'infrastructure as code, construit son disaster recovery plan as code. Et je peux vous citer un exemple, on a fait 17 Tera de données sur 14 instances productives. On a restauré la globalité de l'infrastructure, y compris les règles de firewall et l'ensemble de l'infra associé. Tout ça s'est fait en 4 heures avec un RPO de 30 minutes. Et ça, dans un environnement non cloud, c'est quelque chose qui aurait été très difficile à organiser. Surtout vu que c'est codé, c'est reproductible. Voilà le retour d'expérience écosystème. Vous aurez le lien qui vous permet d'avoir accès aux témoignages clients directement. Si on bascule sur la seconde référence, on est dans le cas d'un client retail qui quelque part est en train de construire, d'assurer sa transformation digitale en construisant et en implémentant quelque part un système S4 tout l'enjeu qu'il y a. Donc ça se passe dans une période, ça se passe début 2020, en pleine période de pandémie Covid. Et son intégrateur, quelque part, qui faisait du cloud en mode classique, infrastructure classique, se concentrait sur la partie fonctionnelle. Et ce client nous a délégué la construction finalement de l'infrastructure et son move to cloud, son building cloud. Et on a réussi à faire ça dans un délai très court de 1 mois. En pleine période de pandémie Covid pour assurer son go live et tout ça dans la même logique, donc sur Azure, as code, dans son contexte. Et un des bénéfices liés au fait qu'on a appliqué toutes les règles FinOps, on a fait ce qu'on appelle le right sizing à posteriori, nous a permis finalement de lui faire bénéficier d'un gain de 50% sur ses OPEX par rapport à ce qui était en coût projet non optimisé. Et puis, dernier retour d'expérience, cette fois-ci sur Google Cloud, c'est le cas d'Alka West Energy, qui était, eux, sur plutôt un cycle d'obsolescence logicielle, ou en tout cas, ce qu'ils voulaient, c'était se mettre ANA ready. Ils étaient sur des environnements ECC6, EHP4 non Unicode, sur Oracle et Windows, et donc l'objectif était de basculer Unicode, EHP7, on ANA pour préparer la prochaine étape qui va être la transformation et la conversion S4ANA. Et parallèlement à cette ambition quelque part de remise à niveau et de se mettre en S4 ready, l'enjeu était de basculer d'une infogérance classique. Et donc tout ça, ça s'est fait l'été dernier et on a pu le faire avec une grande agilité. Et quelque part, l'agilité du cloud, là, ça s'est fait en 2 étapes. C'est-à-dire que le replatforming a bénéficié de l'infrastructure cloud puisqu'on a fait les transformations ANA et Unicode en rajoutant quelque part de la puissance à la demande dans la 2e phase projet. Donc on avait vraiment une temporalité en 2 phases où on a d'abord déménagé tel quel les infrastructures dans le cloud. Et puis, une fois qu'on les avait déménagées, on a pu les transformer en bénéficiant de toute la souplesse et l'agilité que le cloud
peut fournir. Parfait. Merci Jérôme. Pour ce partage d'expérience client, c'est vraiment fantastique. Puis ça montre que la capacité d'aller dans le cloud pour différents besoins et différentes tailles d'entreprises et de landscape SAP qu'on appelle. Maintenant, nous allons continuer avec Rémi qui vous présentera nos outils de surveillance en temps réel. Si vous êtes parmi nos clients comme Boralex et les autres qui ont été cités par Jérôme, vous bénéficiez de cet investissement dans les outils pour vous supporter. Et sans plus tarder, à toi Rémi. Merci Tarek. En effet, en complément des moyens organisationnels et humains que nous mettons en œuvre au jour le jour, le troisième pilier de notre infogérance est bien entendu notre outillage. Notre outillage qui est basé sur des solutions customisées ou développées par notre équipe DevOps pour les besoins d'administration spécifiques des systèmes SAP. Alors, je vais me concentrer sur la solution de monitoring qui a deux fonctions majeures. La première, qui est l'alerting temps réel, basé sur des métriques et des seuils de déclenchement. Je parle ici de métriques de disponibilité, de fonctionnement, de sécurité ou encore de performance. Et la deuxième fonction majeure, qui est l'historisation des informations collectées à des fins de capacity planning ou de problem management. Certaines collectes de métriques peuvent être développées spécifiquement pour s'adapter aux différents contextes technologiques de nos clients, nous permettant par la suite d'en faire bénéficier tout notre écosystème dans le cadre de notre démarche d'amélioration continue. Ce que l'on peut voir ici, c'est qu'un autre pan essentiel de notre outillage est composé d'un ensemble de dashboards de reporting dynamique et multisources pour la gestion des opérations au quotidien, où l'on va retrouver par exemple la gestion des SLA, la gestion des changements ou encore par exemple l'amélioration continue. Pour conclure cette overview, je vous propose maintenant de zoomer sur deux dashboards utilisés au jour le jour par nos consultants. Et donc nous allons pouvoir passer à la démo. On a une petite vidéo pour vous. Bon, on va laisser ensemble. Nous voici dans le cockpit de monitoring que nos consultants utilisent au jour le jour, au quotidien, pour surveiller et puis analyser la performance et le fonctionnement des systèmes de nos clients. Typiquement, on va retrouver des métriques de type technique ABAP, des métriques database, Java, on va retrouver des métriques Linux pour toute la couche OS, et puis des métriques plus spécifiques au contexte de nos clients avec des données relatives à leurs besoins. Par exemple, tout ce qui est interface avec la gestion des IDOC, les jobs, le PI/PO pour tout ce qui est transit de messages. Alors, l'intérêt de ce cockpit est dans le fait que, au-delà de la valeur d'une collecte à un instant T, on va avoir l'historisation. Ça va nous permettre de faire du capacity planning ou du problem management. Donc je vais passer rapidement sur un échantillon ici que l'on voit de métriques. Donc je parlais des métriques ABAP du type temps de réponse, dialog step, disponibilité, combien d'utilisateurs logués à un instant T, les temps de réponse HTTP également, le taux d'utilisation des work process de batch, la partie utilisation de la mémoire ABAP. Si on regarde un peu plus loin, on rentre un peu dans le détail plus spécifique à nos clients. Donc en standard, même si on le retrouve régulièrement chez tous nos clients, tout ce qui est RFC, type transaction SM58. Et puis les statuts des IDOC, là, donc pour le client que je vous présente ici, le statut 51, qui est généralement synonyme d'erreur, eh bien on le monitore et on a une vue, un trend, là on est sur 30 jours, de ce qui se passe au niveau des échanges.
La même chose, hein, c'est pareil pour tout ce qui est message PO, hein, qui transite au travers d'un PO vers ou depuis un ECC, par exemple. La gestion des dumps, donc le nombre de dumps par heure, par demi-heure, par exemple. Ou tout simplement eh bien, les jobs, les batchs qui sont critiques, typiquement que nos clients souhaitent monitorer en erreur ou par exemple qui s'exécuteraient dans une fenêtre qui ne serait pas adéquate. On va retrouver, comme je disais, des métriques également standards d'un point de vue operating system avec la gestion réseau, trafic, RAM, tout ce qui est lié aussi à la swap. On va retrouver des métriques sur des URL. Donc là, typiquement, dans un scénario BO, hein, du BI 4.2, avec l'URL speed check, c'est-à-dire en combien de temps la page se charge-t-elle, typiquement. Ou un certificat qui arriverait à expiration dans un certain temps. Donc ici, par exemple, dans 66 jours, le certificat SSL pour la page du Cloud Connector. Donc là, le Cloud Connector, hein, donc le connecteur qui permet de relier des systèmes on-premise avec le SAP Cloud Platform ou le BTP nouvellement. La partie Java. Et puis l'utilisation de mémoire ANA avec les métriques principales, c'est-à-dire la quantité de tables montées en mémoire et l'utilisation réelle de la mémoire par le moteur ANA avec les seuils recommandés par SAP. Typiquement, les tables montées en mémoire ne doivent pas dépasser 50% de la location limite. Pour un système ANA, tout comme la quantité totale de mémoire utilisée par le moteur ANA ne doit pas dépasser 80% de cette limite. Comme je disais, nos consultants l'utilisent à des fins de problem management ou de capacity planning, dans notre cas, au-delà de l'alerting, bien sûr, en temps réel, en cas de franchissement des seuils définis. Ce qui va nous permettre, par exemple, de pouvoir zoomer sur une période. Peut-être qu'on a relevé un problème à un moment donné. On va pouvoir zoomer sur une période. Donc là, je vais prendre par exemple une période de 5, 6, 7 jours. Ça va nous permettre donc d'avoir une vue plus détaillée de ce qui s'est passé à un instant T. Donc ici, peut-être que voilà, on voit un pic d'utilisateurs sur un système. Est-ce que ça correspondrait également derrière à un temps de réponse plus élevé? Est-ce que les temps de réponse ou l'utilisation work process de batch à ce moment-là était importante? Et quelle était, par exemple, l'utilisation mémoire de la partie SAP ABAP? Qu'on peut corréler également en parallèle avec une utilisation CPU importante ou un défaut de RAM disponible. Voilà, c'est ce qui nous permet de vraiment se balader, balayer et avoir la vue précise de ce qui se passe sur les systèmes de nos clients. Maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est le dashboard d'opération, c'est-à-dire le dashboard qui permet à nos consultants, voilà, je le lance, d'avoir une vue précise de l'activité de nos clients. Ce dashboard, il va être connecté d'une part à notre CMDB, donc ici le Technical Scope. Donc pour cet exemple, pour ce client-là, on a un client qui a beaucoup de systèmes ANA avec du NetWeaver classique, de la BI, du CRM, de l'ECC, etc. Pour ce client-là, actuellement, dans la file du client, il y a 26 tickets, 23 qui sont plutôt dédiés à des activités BC et puis 3 tickets plutôt typés infra. On va pouvoir suivre également les déviations ce qui va nous permettre de proposer, de garantir une qualité de service optimale à nos clients. On va avoir des informations de type ticket inactif. Donc un ticket inactif, c'est un ticket sur lequel un client a répondu et qui n'a pas été géré depuis X jours. Donc là, dans notre cas, c'est 3 jours, par exemple, un ticket de change planifié. Depuis 3 jours, il n'y a pas eu de réponse au client. C'est peut-être normal si le scénario est figé et qu'on attend la date d'exécution du change. Ce n'est peut-être pas normal. Donc ça nous permet vraiment d'avoir
d'avoir un trigger là-dessus. Les tickets de type ping-pong, donc bien sûr c'est toujours désagréable d'avoir des tickets avec des allers-retours incessants. Potentiellement, c'est qu'il y a un problème de cadrage sur un sujet et, et là, dans ce cas-là, ben, notre consultant ou les consultants qui travaillent sur ce ticket ben, vont appeler le client pour bien clarifier la situation par rapport à la demande. Et puis bien sûr les tickets expirés, donc les alarmes sur certains tickets qui nous permettent de se mettre des rappels. L'autre point essentiel, bien sûr, c'est la partie SLA. Donc ici, on a deux SLA principaux, le TTO, donc la garantie de temps d'intervention, time to own, et le TTR, la garantie de temps de résolution ou le time to resolve. Donc là, dans ce cas-là, pour ce client, sur le mois en cours, on est à 12 minutes, 13 minutes pour la prise en charge des tickets et moins d'1 heure pour la résolution en moyenne, tout type de tickets confondus. On a aussi une vue rapide sur un métrique simple, la disponibilité ABAP, et puis également les dernières alertes en cours. Ce qu'on va retrouver également dans ce dashboard d'opération, c'est pour le client, quels sont les changes qui sont planifiés ou qui vont l'être, en tout cas, ou qui doivent l'être plutôt, même je dirais. Donc ici, on va retrouver des changes avec leur planification et qui, parmi nos consultants, est en charge de qualifier, voire de réaliser le change avec un lien direct vers l'outil de ticketing pour entrer dans le détail. Un autre point important qui va dans notre démarche d'amélioration continue, c'est au niveau du monitoring, de l'alerting, c'est le top 20 des alertes. Nos consultants, en un clin d'œil, peuvent voir quelles sont les alertes qui ont la plus grande récurrence. Donc là, typiquement, sur la dernière période de 30 jours, on a sur un système de développement BI ABAP, un CPU supérieur à 80%, avec une alerte qui est remontée 9 fois sur les 30 derniers jours. Donc à partir de ce moment-là, on va se poser la question, est-ce qu'il y a un changement à effectuer ou une correction? Est-ce que le seuil de monitoring est bien calibré? En tout cas, il y a quelque chose à faire et ce point doit être pris en compte car il ressort dans les top alertes. Voilà, et donc ce type de dashboard est construit et dédié à chaque client et c'est à partir de ce point central que l'on va consolider un maximum d'infos pour pouvoir garantir la meilleure qualité de service possible. Merci à tous et pour être présents parmi nous aujourd'hui. On espère que ce webinaire a répondu à certaines questions sur le Move to Cloud et les services gérés qui sont offerts présentement. Un grand merci encore à Pierre et Daniel de Boralex et de votre témoignage. Finalement, maintenant c'est la place aux questions avec Nassima qui va poser les questions du public qui était présent aujourd'hui avec nous. Nassima, à toi. Parfait, merci beaucoup Tarek, merci beaucoup aussi à vous cinq d'avoir fait cette belle présentation. Nous disposons maintenant d'une quinzaine de minutes pour répondre à quelques questions. Alors n'hésitez pas à poser vos questions sur la boîte à questions. Alors je vais commencer par une première question qui nous vient de Patrick Naoum, alors qui vous dit tout d'abord que c'est un très beau projet et merci de et qui vous remercie aussi de le partager. Alors la première question est où sont AWS en 2017, où sont vos instances SAP chez AWS aujourd'hui au Canada/Québec et comment assurez-vous le respect de vos valeurs de responsabilité sociétale au niveau de votre approvisionnement en énergie ou plutôt celle qui alimente AWS en respect de vos exigences en développement durable et consommation d'énergie renouvelable? Donc, je vous passe la parole pour la question. Je me permets de répondre à cette longue question avec plaisir. En fait, Boralex, actuellement, depuis le début, on est hébergé pour différentes raisons du côté des États-Unis et non pas du côté du Canada. On reste pour, je dirais, des raisons économiques dans un premier temps. On est hébergé en Virginie, relevé en Oregon. Mais on est
vérifier ou du moins évaluer la possibilité de ramener ça du côté canadien. D'un point de vue responsabilité sociétale, écoutez, c'est une orientation stratégique de Boralex qui est nouvelle de cette année et nous sommes à élaborer notre stratégie RSE. Pour ce faire, d'ailleurs, on a embauché une directrice RSE il y a quelques semaines maintenant. Donc, tout est à bâtir, tout est à faire, mais c'est définitivement partie intégrante de notre planification stratégique chez Boralex. Donc, je ne peux pas répondre en détail à ce que la stratégie est en construction à l'heure actuelle. Pour répondre du côté de l'alimentation en énergie, du côté de l'AWS, si vous consultez sur le web, vous allez voir qu'AWS possède eux-mêmes leur propre parc éolien et ont comme objectif d'être carboneutre en 2025, ce qui est tout à fait en ligne avec les exigences, du moins notre stratégie qui est à être élaborée pour le RSE. Voilà. Bien, merci beaucoup Pierre Trahan pour la réponse. Alors nous allons passer une deuxième question. Nous avons une question qui est adressée directement à l'entreprise Pas à Pas, donc Monsieur Rémi Kerjean ou Jérôme Molière-Pierret. Alors vous semblez avoir été précurseur de l'approche cloud. Qu'est-ce qui vous a guidé dans ce choix il y a plusieurs années? Je vais répondre du coup, Rémi. Oui, vas-y. Alors en fait, on a démarré l'aventure cloud en 2013, donc effectivement de manière, on était un peu précurseur sur le sujet. Le premier point, c'est qu'on avait la chance de ne pas avoir de data center et quelque part, on avait de fortes capacités techniques au niveau intégration SAP et en particulier sur les compétences techniques, infrastructure et virtualisation. L'arrivée de HANA a chamboulé un peu tout ça avec ce qu'on appelle l'assessment d'architecture de type TDI dès qu'on faisait de la virtualisation. Et finalement, l'évolution naturelle avec ce que proposait le cloud de l'époque, elle s'est faite assez simplement et parce qu'on avait les compétences, parce qu'on n'avait pas de data center et que c'était une vraie opportunité pour nous. Et puis on a vu que c'était non seulement viable, mais complètement possible. Et puis on a commencé à découvrir en construisant les environnements, en fait, les nouvelles possibilités offertes par on va dire ces nouveaux modes de consommation et ces nouveaux usages. Et du coup, on est naturellement, finalement, on a développé ce savoir-faire et puis on l'a toujours vu de manière agnostique pour pouvoir adresser finalement l'ensemble des stratégies cloud de nos clients, parce qu'on voyait bien que plusieurs acteurs allaient émerger, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. Le premier était AWS, qui est d'ailleurs celui qui est historique, qui avait les premières instances certifiées sur HANA, puis Azure est venu, puis Google est venu, et puis finalement, il se trouve que nos investissements aujourd'hui sont complètement pérennes dans le contexte actuel, avec la transformation S4, avec HANA, avec la pandémie, avec finalement le besoin de consommer en OPEX. Je fais une réponse peut-être un peu trop longue. Non, c'est jamais long, ne vous inquiétez pas. Alors, merci beaucoup Jérôme. Nous avons une autre question toujours adressée à Pas à Pas. Donc, on vous demande, mon environnement SAP est compliqué et existe depuis de nombreuses années. Y a-t-il une limitation à bouger dans le cloud? Alors, sur ce point-là, je vais répondre. Peut-être, Jérôme, tu pourras compléter. Ce qu'on voit depuis plusieurs années, au travers de nos différents cas d'usage et nos différentes prestations, c'est qu'en effet, en fonction des clients, un paysage SAP peut être plus ou moins compliqué, plus ou moins obsolète également. Ce qui fait qu'il y a une vraie étude en amont forcément d'un projet de migration dans le cloud, une étude à réaliser. Et dans cette étude, on va prendre en compte toutes les contraintes, qu'elles soient techniques ou organisationnelles ou physiques. Et business aussi. Et business de nos clients. Donc typiquement, alors je vais donner un ou deux exemples. Si on parle de limites ou de limitations techniques, certaines instances un peu trop obsolètes ne seront pas migrables telles quelles dans le cloud. Peut-être qu'il faudra procéder en amont ou en tout cas au préalable à une évolution, un upgrade technique de la solution.
Je prends l'exemple d'un système R3, une version 4.7 par exemple, c'est pour les plus techniques. Ou même Boralex, parce qu'avec votre S400, Daniel, effectivement, le S400, on ne pouvait pas le déménager tel quel dans le cloud. Hein. C'est un très bon exemple. Ouais. Et ensuite, il y a d'autres contraintes, que ça peut être des contraintes physiques, d'où se connectent les utilisateurs, quelle est la meilleure solution à proposer en termes de latence pour les utilisateurs finaux, des contraintes éthiques aussi potentiellement. Voilà, donc ce qui fait qu'il y a des limitations, mais on trouve toujours une solution et ceci passe par une étude préalable à toute migration. Merci beaucoup Rémi. On va prendre une autre question, cette fois-ci adressée pour Projexia. Donc la personne vous demande, je comprends que Projexia et Pas à Pas ont des centres de services. Est-ce que les clients canadiens sont forcément gérés par le centre de services de Montréal? Ben oui, la réponse est vraiment oui. C'est ce on a mentionné. Nos clients canadiens et québécois vont être servis par le centre de services de Montréal et toujours appuyés par notre équipe globale à travers les centres de services ailleurs en France et à l'île Maurice. Oui. J'ai une petite correction à faire avant. On m'a attiré l'attention que j'ai commis une erreur au sujet de l'existence de Pas à Pas qui remonte à l'année 2007 plutôt que ce que j'ai dit à 2017. OK? Donc, une petite erreur. Le live, c'est ça. C'est ça, être en live. Aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Nassima? Oui, alors on a une dernière question, on va prendre une dernière question. Donc on vous dit, on vous remercie pour cette belle présentation et on vous demande est-ce que le tableau de bord de monitoring présenté par Pas à Pas est 100% monté sur Solution Manager ou est-il disponible à vos clients ou est-ce un outil interne? Alors, pour cette question, plusieurs parties. Est-il monté à 100% sur Solution Manager? C'est l'inverse, il est monté à 0% sur Solution Manager. C'est-à-dire que toute la mécanique est basée sur des protocoles ou des outils standards SAP qui nous permettent de relever et de collecter les métriques, mais pas du tout sur Solution Manager, qui est une autre approche du monitoring, j'ai envie de dire. La deuxième question qui était mentionnée, c'était est-ce qu'il est disponible pour nos clients ou est-ce uniquement un outil interne? J'ai envie de dire oui et non. Oui et non. Oui, on propose à nos clients des dashboards consultables directement par les équipes clients. Typiquement un bulletin météo avec les différents contrôles, etc., de fonctionnement, de performance. C'est quelque chose qu'on montre à nos clients, qui est disponible. Et il y a aussi des outils forcément qui sont internes, typiquement la gestion interne des déviations que je présentais dans la démonstration pour proposer la meilleure qualité de service possible à nos clients, où tout ce qui est fonctionnement interne va rester vraiment en interne. Mais voilà, il y a une partie qui est disponible et mise à disposition de nos clients et l'autre qui est vraiment dédiée à l'interne. Peut-être que je peux compléter parce qu'il y a peut-être une autre manière de lire la question. Si la question est est-ce que cette solution de monitoring est disponible sur le marché en tant que solution, la réponse est non, pas encore. Peut-être que ça viendra, mais en tout cas, c'est plutôt, il faut voir ça comme un outil industriel qui vient dans les offres de services managés de Projexia et de Pas à Pas pour quelque part délivrer nos services et c'est un outil parmi, on va dire, la suite de services managés d'infogérance que présentait Tarek et qui vient nous permettre quelque part de délivrer ces services de la manière la plus industrielle, la plus adaptée à un contexte SAP en particulier. Et puis pour développer sur la partie Solman, il y a tout le monitoring aussi de la partie infrastructure liée au cloud qui du coup n'est pas embedded dans Solman. Donc c'est pour ça que c'est une suite outillée qui vit sa vie quelque part de manière connexe à Solman mais indépendante. Parfait, merci beaucoup Jérôme pour ce complément d'information. Merci beaucoup Rémi pour la réponse. Je pense que ça complète la période de questions. Je voulais vous remercier tous les 5 d'avoir animé ce webinaire, d'avoir fait ces belles présentations.
Et donc ça clôt la fin de ce webinaire. Je voulais aussi remercier notre partenaire de service Projexia et merci à vous tous d'avoir partagé votre heure de lunch avec nous. Vous allez recevoir bien entendu un lien par courriel dans les 24 prochaines heures pour visionner ce webinaire en différé si vous le souhaitez. Également, je vous demanderai de bien vouloir remplir le questionnaire au moment de quitter la plateforme. Pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui se trouve présentement à l'écran. Et je tiens à vous rappeler que vos commentaires nous aident à aborder les thématiques qui vous intéressent et répondent à vos préoccupations. Je vous remercie et je vous souhaite un rendez-vous lors d'un prochain webinaire.